Graine errante. Péricati-Polé. Croquis de voyage. Anton Tchekhov. Je rentrais des premières vêpres. Le carillon du clocher de Sviatogorsk joua, en manière de prélude, son air mélodieux et doux. Puis il sonna minuit. La grande enceinte du monastère, étalée sur la rive du Donets, au pied de la montagne sainte, tout entourée comme de hautes murailles des vastes bâtiments de l'hôtellerie, présentait dans l'obscurité éclairée à peine par de faibles lanternes, par les feux des fenêtres et par les étoiles, un fouillis pittoresque et un grouillement des plus originaux. Aussi loin que la vue pouvait aller, on ne voyait que toutes sortes de télegs, de kibitka, de fourgons, d'arbas et de guimbardes autour desquels se pressaient des chevaux blancs et bruns, des bœufs cornus, des gens affairés et des frères convers, vêtus de longues robes noires. Des raies de lumière venant des fenêtres et des longues ombres glissaient sur les véhicules, les chevaux et les gens, et leur donnaient les formes les plus fantastiques. Des brancards s'allongeaient jusqu'au ciel, des yeux de feu naissaient aux naseaux des chevaux, de longues ailes noires semblaient croître au dos des moines. Des gens parlaient, des chevaux s'ébrouaient ou mâchaient, des enfants criaient. Par la porte cochère, il entrait un nouveau flot de gens et de télegs attardés. Au-dessus du toit de l'hôtellerie, des pins entassés à l'envi l'un de l'autre sur la hauteur abrupte se penchaient vers la cour, regardant comme dans une fosse profonde, et semblaient écouter, étonnés. Dans leur masse noire, les coucous et les rossignols criaient à tue-tête. À voir, à entendre tout ce désordre et tout ce bruit, il semblait que personne ne pût se comprendre, que tout le monde cherchât quelque chose sans trouver, et que jamais cette confusion de télegs, de kibitka et de gens n'arriverait à se débrouiller. Pour les fêtes de Jean le théologien et de Nicolas le thaumaturge, il accourt à Sviatogorsk plus de 10 000 pèlerins. Non seulement l'hôtellerie, mais encore la boulangerie, la lingerie, l'atelier de menuiserie, les remises, tout regorgeait de monde, attendant qu'on leur donnât un petit coin pour dormir. Les gens qui survenaient se tassaient comme des mouches en automne, auprès des murs, autour des puits et dans les corridors étroits de l'hôtellerie. Les convers novices, jeunes et vieux, couraient dans un mouvement perpétuel, sans repos et sans espoir de repos. Tout le jour et avant dans la nuit, ils avaient la même figure de gens qui courent on ne sait où, inquiets d'on ne sait quoi. Leur visage restait, malgré l'expression d'une extrême fatigue, aussi affable et aussi gai. Leur voix était douce, leurs mouvements pressés. Ils devaient à chaque personne, arrivant à pied ou en voiture, trouver et montrer une place où passer la nuit, et donner à manger et à boire. Aux sourds, aux imbéciles, aux bavards, il fallait expliquer à tout bout de champ et longuement qu'il n'y avait plus de chambre libre et pourquoi le service se faisait à telle heure, que l'on vendait des pains de communion à tel endroit, etc. Il fallait courir, porter 1000 choses diverses, parler sans cesse, et être aimable et plein de tact, veiller à ce que les Grecs de Marioupol, qui vivent plus confortablement que les petits Russiens, ne soient mis qu'avec des Grecs, prendre garde à ce qu'une bourgeoise de Lysychansk ou de Bakhmout, bien habillée, ne fût pas fourvoyée avec des moudjiks et ne s'en offensât pas. On entendait répéter sans cesse « Petit père, donnez-nous du kvass, donnez-nous un peu de foin » ou bien « Petit père, puis-je boire de l'eau après m'être confessé ?» Et les convers étaient obligés de distribuer du kvass, du foin ou de répondre « Demandez à votre confesseur, ma bonne femme, nous n'avons pas le pouvoir de vous permettre cela. » Et où est mon confesseur ? Il fallait expliquer encore où était la cellule du confesseur. Dans tout ce tracas, il trouvait encore le temps d'aller aux offices, le temps de servir les pèlerins nobles et de répondre de fil en aiguille à l'amas de questions vaines ou sérieuses qu'aimaient à multiplier les pèlerins instruits. À épier 24 heures de suite les longues ombres mouvantes des convers, il était impossible de comprendre quand ils s'asseyaient et à quelle heure ils dormaient. Lorsque, en rentrant de Vêpres, je me dirigeais vers le bâtiment où l'on m'avait logé, je trouvai debout sur le seuil un moine hôtelier, entouré d'hommes et de femmes vêtus à la mode des villes, qui étaient déjà engagés sur les marches de l'escalier. « Monsieur, » me demanda l'hôtelier, « auriez-vous la bonté de permettre à ce jeune homme de partager votre chambre ? Faites-moi cette grâce, il y a un monde fou et pas une place, c'est à en perdre la tête. » Il me désignait un petit bout d'homme en paletot léger et en chapeau de paille. J'accédai à la demande de l'hôtelier et mon compagnon de hasard me suivit. En ouvrant le cadenas de ma porte, il me fallait, bon gré mal gré, voir chaque fois un tableau appendu au chambranle de la porte, exactement à ma hauteur. Ce tableau s'appelait « La méditation de la mort ». Il représentait un moine à genoux devant un cercueil, au fond duquel était couché un squelette.
Derrière le moine était debout un autre squelette, un peu plus grand et armé d'une faux. Il n'y a pas d'os comme ceci, me dit mon compagnon, montrant l'endroit du squelette où aurait pu être le pubis. En général, voyez-vous, la nourriture intellectuelle que l'on donne au peuple n'est pas de première qualité, ajouta-t-il, expulsant par le nez un triste et long soupir, destiné à me faire connaître que j'avais affaire à un homme expert en nourriture intellectuelle. Tandis que je cherchais des allumettes et que j'allumais, il soupira de nouveau et dit « À Kharkov, je suis allé quelquefois à l'amphithéâtre anatomique, et j'y ai vu des os. Je suis allé aussi à la morgue. Je ne vous dérange pas trop. » Ma chambre était petite et resserrée, sans table ni chaise, tout occupée par le poêle, par une commode sous la fenêtre et par 2 méchants canapés de bois, appuyés au mur l'un en face de l'autre et séparés par un étroit passage. Sur ces divans, il y avait 2 petits matelas minces et roussis, et mes effets. Je répondis à mon compagnon que puisqu'il y avait 2 canapés, la chambre était pour 2 personnes. Au reste, dit-il, on ne tardera pas à sonner la messe, je ne vous dérangerai pas longtemps. Tout à l'idée qu'il me gênait, et mal à l'aise pour cela, il se dirigea d'un air confus vers son canapé et s'y assit, tout sautant par convenance. Je pus l'examiner quand la chandelle vacillant sa flamme molle et épaisse fut suffisamment allumée. C'était un jeune homme d'à peu près 22 ans, le visage rond, assez gentil, avec des yeux enfantins et foncés. Il était vêtu, comme on l'est en ville, de vêtements grisâtres, à bon marché, et l'on pouvait juger à la couleur de son teint et à ses épaules étroites qu'il n'était pas habitué au travail physique. Son type était assez complexe. On ne pouvait le prendre ni pour un étudiant, ni pour un marchand, et encore moins pour un ouvrier. À voir ses yeux doux, son visage puéril et bénin, on ne pouvait pas penser davantage qu'il fût un de ces rouleurs, se fourrant partout, qui abondent dans toutes les communautés religieuses où l'on fait manger et coucher, et qui se donnent pour des séminaristes chassés pour avoir voulu chercher la vérité, ou pour des chantres qui ont perdu leur voix. Il y avait cependant dans son visage quelque chose de caractéristique, de typique, de très connu. Mais qu'était-ce précisément? Je ne pus jamais arriver à le démêler. Il resta longtemps sans mot dire, réfléchissant. Comme je n'avais pas répondu à sa remarque sur les os de la morgue, il pensait sans doute que j'étais fâché et que sa présence m'incommodait. Il finit par tirer de sa poche un saucisson qu'il tourna quelque temps devant ses yeux et me dit timidement « Pardon, je vais encore vous déranger. N'auriez-vous pas un couteau ?» Je lui donnai mon couteau, il coupa un morceau de saucisson. « Sale saucisson !» maugréa-t-il. « Dans les cantines d'ici, on ne vend que de la saleté et on vous écorche horriblement. » « Je vous en proposerais bien un petit morceau, me dit-il, mais je crois que vous ne consentiriez pas à y goûter. En voulez-vous » À son « je vous en proposerais bien » et à son « y goûter », je sentis aussi quelque chose de typique, ayant je ne sais quoi de commun avec les caractères de son visage. Mais qu'était-ce au juste? Je ne pus pas encore le trouver. Pour lui inspirer confiance et lui montrer que je n'étais pas fâché, je pris le morceau qu'il m'offrait. Le saucisson était réellement affreux. Pour en venir à bout, il eût fallu les dents d'un bon chien de garde. Travaillant des mâchoires, nous causâmes. Nous commençâmes par nous plaindre l'un à l'autre de la durée des offices. La règle ressemble à celle du mont Athos, lui dis-je. Mais au mont Athos, les premières vêpres ordinaires durent 10 heures, et celles des veilles de grandes fêtes durent 14 heures. C'est là que vous devriez aller prier. Oui, dit mon compagnon, hochant la tête. Je suis ici depuis 3 semaines. Et voyez-vous, chaque jour service, service et service. Ah! Sur semaine, on sonne matine à minuit. À 5 heures, la première messe. À 9 heures, la dernière. Il n'y a jamais moyen de dormir. Le jour, il y a les litanies, l'exécution de la règle, les vêpres. Quand je faisais mes dévotions, je tombais tout bonnement d'exténuation. Il soupira et reprit. Ne pas aller à l'église, c'est mal. Les moines vous donnent une chambre et vous nourrissent. En conscience, comment ne pas aller aux offices? Un jour, ça passe. 2, on peut y tenir. Mais 3 semaines, c'est dur. Extrêmement dur. Vous êtes ici pour longtemps? Je pars demain soir. Moi, je reste encore 2 semaines. Je croyais, lui dis-je, qu'on ne pouvait pas rester si longtemps ici. C'est vrai. Ceux qui restent longtemps et qui grugent les moines ont les prix de partir. Jugez-en vous-même. Si on permettait aux prolétaires de vivre ici aussi longtemps qu'il leur plairait, ils ne demeureraient certes pas une chambre libre, et ils auraient vite dévoré le monastère. C'est vrai, mais pour moi, les moines font exception, et j'espère qu'ils ne me renverront pas trop vite. Voyez-vous, je suis un nouveau converti. Ah, c'est-à-dire? Je suis un Israélite baptisé. Il n'y a pas longtemps que j'ai embrassé l'orthodoxie.
Je comprenais maintenant ce que je n'avais pas su reconnaître plus tôt dans sa physionomie, ses grosses lèvres, sa manière en parlant de relever le coin droit de sa bouche et le sourcil droit, et cet éclat huileux et spécial des yeux qui n'existe que chez les sémites. Et je compris son « je vous en proposerai » et son « y goûter ». Dans la suite de la conversation, j'appris qu'on le nommait Alexandre Ivanitch, mais qu'il s'appelait auparavant Isaac, qu'il était originaire du gouvernement de Mogilov et qu'il était arrivé à Sviatogorsk venant de Novotcherkassk, où il avait reçu la foi orthodoxe. Alexandre Ivanitch, étant venu à bout du saucisson, se leva et, haussant le sourcil, il se mit à prier devant l'image. Son sourcil était encore levé quand il se rassit sur le canapé et se mit à me raconter, en résumé, sa longue biographie. Dès ma plus tendre enfance, j'eus l'amour de l'instruction, commença-t-il, comme s'il n'eût point parlé de lui-même, mais de quelque grand homme mort. Mes parents, de pauvres Israélites s'occupant de commerce de détail, vivaient par misère, voyez-vous, dans la crasse. En général, tout le monde là-bas est pauvre et superstitieux. On se défie de l'instruction parce que l'instruction, comme on peut le comprendre, éloigne l'homme de la religion. Ce sont des fanatiques finis. Mes parents ne voulaient sous aucun prétexte m'instruire. Ils désiraient que je m'occupasse comme eux de commerce et que je n'apprisse comme eux que le Talmud. Mais toute la vie, lutter pour un morceau de pain, se traîner dans la crotte, mâchonner le Talmud, avouez-le, ce n'est pas donné à tout le monde. Il venait parfois dans le débit que mon père tenait, des officiers et des propriétaires qui discouraient longuement de ce qu'alors je ne m'étais même pas avisé de rêver. Néanmoins, ce qu'ils disaient m'attirait et me donnait envie d'apprendre. Je pleurais et je demandais qu'on me mît à l'école, mais on m'avait appris à lire l'hébreu, et on ne voulait plus rien entendre. Un jour, je trouvai un journal russe et le portai à la maison pour en faire une queue de cerf-volant. On me battit pour cela à fond, bien que je ne susse pas lire le russe. Enfin, que voulez-vous ? On ne peut pas vivre sans fanatisme, car il faut bien que chaque peuple conserve instinctivement sa nationalité. Mais je ne savais pas cela alors, et je me révoltais de tout mon cœur. Après avoir dit une phrase si éclairée, l'ex-Isaac leva de plaisir encore plus haut son sourcil droit, et me regarda de biais, comme un coq regarde un grain, d'un air de dire « Maintenant vous serez convaincu, il me semble, que je ne suis pas le premier venu. » Continuant à parler du fanatisme de son entourage et de l'inclination irrésistible qu'il avait à s'instruire, il poursuivit. Que pouvais-je faire ? Je m'enfuis un jour sans dire gare à Smolensk. J'y avais un cousin étameur et ferblantier. J'étais nu-pied et en guenilles. Je n'avais pas le sou et j'entrais chez lui comme apprenti. Je pensais que le jour je travaillerais et que la nuit et les samedis je m'instruirais. C'est en effet ce que je fis, mais la police apprit que je n'avais pas de passeport et elle me reconduisit par étapes chez mon père. Alexandre Ivanitch leva une épaule et soupira. « Que faire ?» continua-t-il, et à mesure que le passé renaissait à son souvenir, l'accent israélite reparaissait plus marqué dans ses paroles. Mes parents me punirent et me donnèrent à un vieil oncle israélite fanatique pour m'amender. Mais une nuit, je partis pour Shklov. Puis, quand mon oncle m'eut dépisté à Shklov, je partis pour Mogilov. J'y restai 2 jours, et avec un camarade, je partis pour Starodoub. Mon interlocuteur passa ensuite, dans ses souvenirs, à Gomel, à Kiev, à Bielaya-Tserkov, à Ouman, à Balta, à Bender, et arriva enfin à Odessa. À Odessa, je traînais toute une semaine affamé et sans travail, jusqu'à ce que les brocanteurs israélites qui vont par la ville, achetant les vieux habits, m'eussent recueilli. Je savais déjà à ce moment-là lire et écrire. Je savais l'arithmétique jusqu'aux fractions et je voulais entrer à quelque école pour m'instruire davantage. Mais pas le sou. Que faire ? Je parcourus 6 mois les rues d'Odessa, achetant de vieux habits. Mais comme mes fripons de patrons ne me donnaient pas mes gages, je me fâchai et je partis. J'allais par le bateau à Pérékop. Pourquoi ? Une idée. Un Grec m'avait promis de m'y donner une place. Bref, jusqu'à 16 ans, je roulais ainsi sans occupation déterminée et sans but, jusqu'au jour où je tombai à Poltava. Là, un étudiant israélite qui apprit que je désirais m'instruire me donna une lettre pour les étudiants de Kharkov. Ceux-ci me conseillèrent de me préparer à l'école technique et ils me donnèrent quelques leçons. Et voyez-vous, je puis le dire, les étudiants de Kharkov furent si bons pour moi que je ne les oublierai pas de la vie. Je ne veux pas parler seulement du logement et du morceau de pain qu'ils m'ont donné. Ils m'ont mis dans la véritable voie, m'ont forcé à penser et m'ont fait voir le but de la vie. Il y avait parmi eux des gens de beaucoup d'esprit, remarquables, qui étaient connus de ce temps-là et qui sont célèbres maintenant. Par exemple, vous avez entendu parler de Gros Macher ? Non. Vous n'en avez pas entendu parler ?
Il écrivait d'excellents articles dans les journaux de Kharkov et voulait être professeur. Je lisais beaucoup et faisais partie de sociétés d'étudiants où l'on n'entendait pas rien qui vaille. Je me préparais 6 mois, mais comme pour l'école technique, il fallait savoir tout le cours de mathématiques des gymnases. Groumacher me conseilla de me préparer à l'institut vétérinaire, où l'on est admis au sortir de la 6e classe du gymnase. Naturellement, je commençais à m'y préparer. Je ne voulais pas être vétérinaire, mais on m'avait dit que ceux qui ont suivi les cours de l'institut peuvent entrer, sans examen, au 3e cours de la faculté de médecine. J'appris tout Kuener, et je lisais déjà à livre ouvert Cornelius Nepos. Pour le grec, j'appris presque toute la grammaire de Curtius. Mais voyez-vous, ceci et cela, l'indéterminé de ma situation, le départ des étudiants, et l'on m'informa encore que ma maman venait d'arriver et me cherchait dans tout Kharkov. Alors, je pris mes clics et mes claques, et je partis. Qu'allais-je devenir? J'avais entendu dire heureusement que sur la ligne des Donetsk, il y a une école minière. Pourquoi n'y serais-je pas entré? Vous savez que l'école minière forme des chefs mineurs. C'est un emploi magnifique. Je sais des puits où les chefs mineurs reçoivent 1500 roubles par an. À merveille. J'y allais. Alexandre Ivanitch, avec une expression de crainte révérentielle, énuméra 2 douzaines de sciences compliquées que l'on enseigne à l'école minière, et me décrivit l'école, la construction des puits, la situation des ouvriers. Ensuite, il me raconta une effroyable histoire qui aurait pu paraître inventée, mais à laquelle je dus croire, tant était sincère le ton dont il la racontait, et sincère sur son visage sémitique l'expression d'effroi rétrospectif. Voici, dit-il, levant les 2 sourcils, ce qui m'arriva un jour au moment des travaux pratiques. J'étais dans une des mines de la région du Donetsk. Vous savez comment on descend les gens dans les puits. Quand on fait marcher le cheval et que le treuil se met en mouvement, une poulie fait descendre une benne, tandis que l'autre monte. Et quand on remonte la première benne, la seconde descend. C'est tout à fait comme un puits à 2 sauts. Bon, j'étais assis dans la benne et j'allais bientôt arriver en bas, quand tout à coup, imaginez-vous cela, j'entends... La chaîne s'était brisée et je dégringolais au diable avec la benne et le morceau de la chaîne. Je tombais ainsi d'une hauteur de 3 toises, à plat, sur le ventre et sur la poitrine. La benne, plus pesante, était arrivée avant moi et je cognais contre elle avec cette épaule. Comme je gisais étourdi, pensant m'être tué, je vois venir un second malheur. La benne qui montait, ayant perdu son contrepoids, dégringole à son tour avec fracas. Instinctivement, je me rapprochai de la muraille et me ratatinai, m'attendant bien à ce que cette benne, avec toute sa vitesse, m'écrasât la tête. Je me rappelle mon papa, ma maman, Morguilov, Groumacher, et je prie Dieu. Mais par bonheur, c'est affreux de se rappeler cela. Alexandre Ivanitch fit un effort pour sourire et se passa la main sur le front. Mais, par bonheur, elle tomba près de moi et ne m'effleura que ce côté. Mon habit, mon gilet furent déchirés, la peau emportée. La force avec laquelle la benne arriva était effroyable. Après cela, je perdis connaissance. On me tira du puits et on me porta à l'hôpital. J'y demeurai 4 mois, et les docteurs dirent que j'allais devenir phtisique. Et en effet, maintenant, je tousse sans cesse, la poitrine me fait mal, et j'ai de singuliers troubles psychologiques. Quand je suis seul dans une chambre, j'ai des peurs terribles. Dans un pareil état de santé, je ne pouvais pas devenir chef mineur. Je dus quitter l'école. « Et maintenant, que faites-vous » lui demandai-je. « J'ai passé l'examen pour être instituteur de campagne. Je suis maintenant orthodoxe et j'ai le droit d'être nommé. À Novotcherkassk, où j'ai été baptisé, on a pris grand intérêt à moi et on m'a promis une place dans une des écoles dépendantes du clergé. Dans 2 semaines, je retournerai là-bas et je la redemanderai. » Alexandre Ivanitch quitta son pardessus et demeura vêtu, comme un homme du peuple, d'une chemise russe à col soutaché, retenue par une ceinture de soie. « Il est temps de dormir, dit-il, bâillant et roulant son pardessus en forme de traversin. Voyez-vous, fit-il, jusqu'au dernier temps, j'ignorais Dieu complètement. J'étais athée. Lorsque je me trouvais couché à l'hôpital, je me ressouvins de la religion, et je commençai à penser sur ce sujet. À mon avis, pour le penseur, il n'y a qu'une religion possible, c'est la religion chrétienne. Si vous ne croyez pas au Christ, vous ne pouvez croire à rien. N'est-ce pas? Le judaïsme a fait son temps, et ne vit encore qu'à cause de certaines particularités du peuple juif. Dès que la civilisation touchera les Juifs, il ne restera pas trace du judaïsme. Remarquez-le, tous les jeunes Israélites sont athées. Le Nouveau Testament est la continuation naturelle de l'Ancien, n'est-ce pas? J'aurais voulu me faire expliquer les causes qui avaient pu amener Alexandre Ivanitch à un pas aussi hardi et aussi sérieux qu'un changement de religion,
mais je ne pus jamais tirer de lui que cette affirmation. Le Nouveau Testament est la continuation naturelle de l'Ancien. Phrase qui n'était manifestement pas de lui, phrase apprise et qui n'éclairait pas la question. J'eus beau le retourner et ruser, ses causes demeurèrent pour moi obscures. S'il fallait croire, comme il l'assurait, qu'il eût embrassé l'orthodoxie par conviction, il était impossible par ses paroles de comprendre en quoi consistait cette conviction, ni sur quoi elle se basait. Supposer qu'il eût changé de religion par intérêt, on ne le pouvait pas non plus. Ses vêtements bon marché et fripés, sa vie aux dépens du monastère et l'incertitude de son avenir n'annonçaient pas de grands profits. Il fallait donc s'arrêter à l'idée que ce qui avait pu l'induire à changer de religion était cet esprit inquiet qui le poussait comme un duvet de ville en ville et qu'il appelait, d'après une définition toute faite, l'aspiration à l'instruction. Avant de me coucher, je sortis dans le corridor boire de l'eau. Quand je revins, mon compagnon, debout au milieu de la chambre, me regarda avec effroi. Son visage était d'une pâleur livide et de la sueur perlait à son front. « J'ai les nerfs affreusement dérangés, » murmura-t-il avec un sourire maladif. « Un détraquement psychologique complet. Au surplus, tout cela n'est que misère. » Et il se mit à nouveau à alléguer que le Nouveau Testament est la continuation naturelle de l'Ancien, et que le judaïsme a fait son temps. Pérorant, il semblait vouloir ramasser toutes les forces de sa conviction, étouffer l'inquiétude de son âme et se démontrer qu'en changeant la religion de ses pères, il n'avait rien fait d'effroyable et de particulier, mais qu'il s'était comporté en homme pensant et libre de préjugés, et que par suite il pouvait rester seul dans une chambre tête à tête avec sa conscience. Il cherchait à se convaincre et du regard me demandait aide. Entre-temps, notre chandelle avait fait une longue mèche disgracieuse. Le jour commençait à poindre. On distinguait déjà, à travers la petite fenêtre bleuissante et triste, les deux rives du Donetsk et des bouquets de chênes au-delà du fleuve. Il fallait se décider à dormir. « La journée de demain sera fort intéressante, » dit mon compagnon quand j'eus éteint la chandelle et me fus couché. Après la première messe, il y aura une procession en canot du monastère à l'Ermitage. Le sourcil droit levé, la tête penchée sur le côté, il se mit en prière devant l'image, puis, sans se déshabiller, il s'étendit sur son canapé. « Oui, soupira-t-il, en se tournant sur le côté. »« Quoi oui ?» lui demandai-je. Quand j'embrassais l'orthodoxie à Novotcherkassk, ma maman me cherchait à Rostov. Elle sentait que j'allais changer de foi. Il soupira et ajouta. « Il y a déjà 6 ans que je ne suis pas allé là-bas au gouvernement de Mogilov. Ma sœur doit s'être mariée. » Il se tut quelque temps, puis, voyant que je ne dormais pas, il se mit à dire doucement que grâce à Dieu, on lui donnerait bientôt une place et qu'il aurait enfin une situation fixe, son coin à lui et sa nourriture assurée. Et moi, m'assoupissant, je songeais que cet homme n'aurait jamais de situation fixe, son coin à lui et sa nourriture assurée. Il rêvait tout haut à sa place d'instituteur comme à la terre promise. Il partageait le préjugé de la majorité des gens quant à la vie errante et la regardait comme quelque chose d'anormal et d'insolite, comme une maladie. Il espérait le bonheur dans un train-train de vie coutumière. On sentait, dans le son de sa voix, la conscience et le regret de son anomalie. Il semblait vouloir s'en excuser et se justifier. À moins de 2 pieds de moi était couché un vagabond. Derrière les murailles des chambres d'à côté et dans la cour, autour des télègues, parmi les pèlerins, plusieurs centaines de vagabonds attendaient le jour. Et si, poussant plus loin encore, j'avais pu embrasser d'un coup d'œil toute la terre russe, quelle multitude de pareils vagabonds, de roule les champs, semblables à l'aigrette plumeuse des herbes de la steppe, n'aurais-je pas vu, par voie et par chemin, chercher où être mieux, ou rêver dans l'attente de l'aube à la belle étoile sur l'herbe ou dans les auberges et dans les hôtels. M'assoupissant, je songeais combien tous ces gens-là se seraient étonnés et sans doute réjouis s'ils eussent pu trouver des raisons et des mots suffisants pour se démontrer que leur vie n'a pas besoin de plus de justification que tout autre. Vaguement endormi, j'entendis le clocher sonner d'une voix plaintive, comme s'il eût pleuré des larmes amères, et un frère convers criait à plusieurs reprises pour éveiller les pèlerins. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, venez à la messe s'il vous plaît. » Quand je m'éveillai tout à coup, mon compagnon n'était déjà plus dans la chambre. Il faisait soleil et la foule bruyait sous ma fenêtre. J'appris en sortant que la messe était dite, et que depuis longtemps déjà, la procession était partie pour l'Ermitage. Le peuple, en foule, flânait sur la rive, en peine de lui-même, ne sachant que faire puisqu'il ne pouvait ni manger ni boire avant que la dernière messe fût dite à l'Ermitage, et que les boutiques du monastère, où les pèlerins aiment tant à se rassembler et à s'informer du prix des objets, étaient encore fermées.
Malgré leur fatigue, beaucoup par ennui se traînaient vers l'ermitage. Je fis comme eux. Le sentier, descendant et montant, se développait au long de la rive escarpée, comme un serpent, contournant les chênes et les pins. En bas, luisait le Donets où le soleil se réfléchissait. Par-delà, l'autre rive, haute et crayeuse, blanchoyait, tout égayé de la verdure fraîche des chênes et des pins, penchés l'un sur l'autre comme ingéniés à pousser sur la roche à pic, sans tomber. Les pèlerins suivaient le sentier en longue file. C'étaient surtout des petits Russiens des districts avoisinants, mais il y en avait aussi des districts éloignés, venus à pied des gouvernements de Koursk et d'Orel. Il y avait dans ces bandes bariolées des Grecs fermiers de Mariupol, fortes gens, affables et graves, très loin de ressembler à ceux de leurs congénères abâtardis et chétifs qui peuplent nos villes maritimes du sud. Il y avait aussi des Cosaques du Don, avec leurs pantalons à bandes rouges et des habitants de la Tauride, émigrés dans d'autres gouvernements. Enfin beaucoup de pèlerins d'un type indéterminé, dans le genre de mon Alexandre Ivanitch, dont on ne pouvait dire ni à leur figure, ni à leur discours, ni à leurs habits quels gens c'étaient et d'où ils venaient. Le sentier finissait à un petit radeau en face duquel partait une route étroite, ouverte dans l'escarpement de la rive et qui conduisait à l'ermitage. Au radeau étaient amarrés 2 canots rébarbatifs et lourds, semblables à ces pirogues de la Nouvelle-Zélande que l'on voit dans les livres de Jules Verne. L'un des canots, avec des tapis sur les bancs, était destiné au clergé et aux chantres. L'autre, sans tapis, était pour le public. Quand la procession revint vers le monastère, je fus du nombre de ceux qui parvinrent à se glisser dans le second. Il y avait eu tellement d'élus que le canot pouvait à peine avancer, et, tout le passage, il fallut se tenir debout sans remuer, et faire des miracles pour que son chapeau ne fût pas écrasé. Le passage était magnifique. Les 2 rives, baignées de lumière, avaient un aspect si heureux et si triomphant qu'il semblait que cette matinée de mai ne devait qu'à elle seule tout son charme. Les reflets du soleil tremblaient dans l'eau rapide du fleuve et se glissaient partout. Ces longs rayons se jouaient sur les chasubles, sur les bannières et sur l'éclaboussement des rames. Le chant du canon pascal, le bruit des cloches, les coups de rame dans l'eau et le cri des oiseaux, tout se fondait en quelque chose d'harmonieux et de doux. Le canot où étaient les bannières et le clergé nageait en tête. Au gouvernail, immobile comme une statue, était debout un frère convers, tout noir. Quand la procession s'arrêta près du couvent, je remarquai parmi les élus qui avaient été du premier voyage Alexandre Ivanitch. Il était tout à fait au premier rang, et, la bouche ouverte de plaisir, le sourcil droit levé, il regardait. Sa figure rayonnait. En ce moment où il y avait autour de lui tant de monde et tant de lumière, il était sans doute satisfait de lui-même, de sa nouvelle foi et de sa conscience. Peu après, lorsque nous fûmes assis dans notre chambre à boire du thé, il rayonnait encore. Son visage montrait qu'il était content du thé et de moi, et qu'il appréciait tout à fait mon intelligence, mais il montrait aussi, clairement, qu'il n'irait point se jeter la face contre terre s'il lui était donné lieu de faire preuve de quelque chose de semblable. « Dites-moi, me demanda-t-il d'un ton de conversation sérieuse, plissant le nez fortement, quel livre de psychologie me faudrait-il lire? Dans quel but? On ne peut pas être instituteur sans connaître la psychologie. Avant d'instruire un enfant, il faut connaître son âme. » Je lui dis que pour cela, c'était peu de lire une psychologie, et que pour un pédagogue qui n'est pas encore au fait des procédés techniques de l'enseignement et de la lecture et de l'arithmétique, une psychologie me semblait un luxe pareil à de la haute mathématique. Il en convint volontiers et se mit à me débiter combien difficile et grave est la tâche d'un instituteur, combien il est malaisé d'extirper de la tête d'un jeune garçon le penchant au mal et à la superstition, combien il est difficile de le contraindre à penser de manière honnête et libre, de lui inculquer la vraie religion, l'idée de personnalité, l'idée de liberté, etc. Je lui répondis je ne sais quoi, à quoi il consentit. Il consentait au reste fort aisément. Tout ce qui était d'ordre intellectuel tenait, semble-t-il, assez peu solidement dans sa tête. Jusqu'au moment de mon départ, nous flânâmes ensemble aux environs du couvent, et trompâmes ainsi la longueur d'une chaude journée. Il ne me quittait pas d'un pas, attachement ou crainte de la solitude. Dieu le sait. Un moment, je me souviens, nous étions assis sous de petits acacias à fleurs jaunes, dans un des jardinets disposés çà et là sur la hauteur. « Dans 2 semaines, dit-il, je partirai d'ici. Il est temps. Vous vous en irez à pied? D'ici, j'irai à pied jusqu'à Slaviansk, puis je prendrai le chemin de fer jusqu'à Nikitovka. À Nikitovka s'embranche la ligne de Donetsk. J'irai à pied par cet embranchement jusqu'à Katsepetovka. Là, un chef de train que je connais me fera aller plus loin.
Je me rappelais la steppe déserte et nue qu'il y a entre Nikitovka et Katsepetovka, et je me représentais mon Alexandre Ivanitch la traversant avec ses doutes, sa nostalgie et sa peur de la solitude. Il lut de l'ennui sur mon visage et il soupira. « Oui, ma sœur a dû se marier, songea-t-il à haute voix. Et soudain, voulant chasser des idées importunes, il me montra la cime d'un rocher. « De cette hauteur-là, me dit-il, on voit Izium. » En montant sur le rocher, il lui arriva de trébucher, et ses pantalons de toile mince se déchirèrent. La semelle d'un de ses souliers se détacha. « Sss » fit-il, ôtant son soulier et laissant voir son pied nu. « Désagréable. C'est, voyez-vous, une de ces occurrences. Oui. » Tournant son soulier en tous sens, comme s'il n'eût pu se persuader que la semelle en était finie à jamais, il se renfrogna maintes fois, soupira et maugréa. J'avais dans ma valise des souliers un peu défraîchis, mais à la mode, à bout pointu et à lacets. Je les prenais à tout hasard avec moi, mais je ne les mettais que les jours de pluie. Rentré dans notre chambre, je préparai la phrase la plus diplomatique et les proposai à Alexandre Ivanitch. Il les accepta et me dit gravement « Je vous en remercierai, mais je sais que vous tenez les remerciements pour un préjugé. » Les bouts pointus et les lacets le réjouirent comme un enfant, et tout de suite lui firent changer ses projets. Maintenant, je n'irai plus à Novotcherkassk dans 2 semaines, mais dans 1 semaine, décida-t-il. Avec de pareilles chaussures, je n'aurai plus honte pour paraître devant mon parrain. À vrai dire, je ne partais pas d'ici parce que je n'avais pas d'habit convenable. Lorsque le cocher vint prendre ma valise, un frère convers, à bonne face rieuse, entra pour nettoyer la chambre. Alexandre Ivanitch devint tout rouge et s'empressa de lui demander timidement « Faut-il que je reste ici ou que j'aille dans une autre chambre ?» Il ne pouvait pas se résoudre à occuper tout seul une chambre, et apparemment, il avait honte aussi de vivre aux frais du monastère. Il lui en coûtait beaucoup de se séparer de moi. Pour retarder autant que possible le moment où il serait seul, il demanda la permission de m'accompagner. La route, taillée dans le calcaire au prix de grands efforts, montait presque en spirale à travers les racines et sous l'ombre des grands pins sévères. D'abord disparut le Donetsk, puis la cour du couvent et ses milliers de gens, puis les toits. Tout semblait s'enfoncer dans l'abîme. La croix de l'église, rougie par les feux du soleil couchant, qui émergeait la dernière du fond du précipice, disparut. Il ne resta plus que des cimes de pins, des têtes de chêne, et devant soi la route blanche qui montait. Mais ma voiture atteignit le plateau, et tout, décidément, se trouva en bas et derrière moi. Alexandre Ivanitch, avec un sourire affligé, sauta à terre et me regarda une dernière fois de ses yeux d'enfant. Il se mit à redescendre vers le couvent et disparut pour moi, pour toujours. Mes impressions de Sviatogorsk n'étaient déjà plus que des souvenirs, et je voyais des choses nouvelles. La plaine, le lointain grisâtre, un petit bois au bord de la route et un moulin à vent qui ne marchait pas, et qui semblait ennuyé qu'on ne lui eût pas permis, à cause de la fête, de tourner ses ailes.